Voilà. On va éteindre la lumière, non, pour une Non, on n'a pas trouvé l'interrupteur encore. Avec Gabriel, on n'a pas trouvé l'interrupteur. Ouais, la dernière fois, j'ai C'est sûr. T'entendais pas, toi? Moi, je commence quand vous voulez. Maintenant, on ne sait pas où il a prise. Je peux commencer, mais ça sera un peu flou. Je vous redirai les sources à l'oral. C'est tout. C'est dommage. Peut-être que je me regarde tous. Ah bah dans cette filière, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ouais. Ça fait plaisir. Ça me change. Donc, je me représente. Enchantée et merci. Moi, c'est Anna, donc cofondatrice de Red Studio. J'ai monté mon studio de jeux vidéo maintenant, il y a maintenant, je crois, 3 ans. Je crois parce que je fais pas mal d'activités diverses. Donc, je suis game artiste 2D, 3D. Donc, ça veut dire que je fais de la modélisation de décors, que ce soit donc en 2D ou en 3D. Donc, ça, c'est une spécialisation. Également, je suis enseignante. Donc, je suis enseignante dans les écoles supérieures classiques, par exemple l'ISA, Gaming Campus, ECV Paris. Voilà, quelques noms. Je suis également enseignante en hôpitalo-psychiatrique. Donc, je vais faire de la médiation numérique. Donc, utiliser l'outil qui est le jeu vidéo pour redonner confiance et estime de soi à des jeunes qui, malheureusement, pour diverses pathologies ou au choc émotionnel fort, comme on l'appelle un petit peu dans le milieu, se retrouvent déscolarisés. Et donc, en hôpital psychiatrique, je leur redonne voilà, un petit peu de goût à la création et aux études via l'apprentissage de la création d'un jeu vidéo. Je fais également des interventions dans les écoles pour des cours sur l'histoire de l'art. Et je suis autrice pour différentes écoles en ligne, dont le groupe Study. Donc ça, c'est des grandes lignes. De toute façon, je vais revenir un petit peu sur les différents métiers que j'ai fait, parce que ce sont des différents débouchés qui vous sont possibles aussi dans votre secteur. Je ne me suis pas prévue prof. J'ai commencé mon métier. J'ai commencé en tout cas le travail à partir de 14 ans. J'étais fleuriste. Après, j'ai fait de la reconversion. Donc ça aussi, c'est une grande étape. Si jamais vous voulez revenir sur comment on fait une reconversion, comment on monte son studio. Je vais en avoir beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de choses ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'interpeller ou voilà, à me dire on va survoler. Et finalement, même moi, je ne sais pas vraiment dans quel sens ça va aller. Donc j'ai fait ci, j'ai fait ça. On va voir ensemble tout ce qui est réseautage, parce qu'une fois qu'on a monté, par exemple, son studio ou qu'on est devenu freelance, par exemple, on fait sur sa petite micro-entreprise, comme on appelle ça, ce que je fais également et ce que je sais faire, donc je sais vous présenter et vous conseiller au mieux. Si vous avez envie de vous lâcher dans une carrière solo, n'hésitez pas aussi à intervenir là-dessus. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher dans votre secteur de tout ce qui va être pour la création de réseaux, soit des associations, soit des syndicats, soit de participer évidemment à tout ce qui est événements grand public, parce que les événements grand public, les acteurs que vous allez retrouver sur les stands, ceux qui les animent, eh bien, ce sont des professionnels comme vous, majoritairement. Je ne parle pas des petits événements, je parle dans mon secteur, par exemple, le plus gros événement qui est connu de la part du grand public, c'est la Paris Games Week. Et je sais que sur les stands spécialisés auxquels je me rends, il se trouve qu'on peut y croiser eh bien, des développeurs de jeux vidéo, ceux qui ont fait eux-mêmes leurs jeux et qui, à présent, le présentent. Parce qu'ils ont eu soit des aides, on va aussi aborder ça, les aides de l'État, les aides privées, les aides spécialisées. On peut aussi parler du fait que dans mon secteur de jeux vidéo, il existe l'académie. L'académie, donc, des arts et techniques du jeu vidéo. Alors, académie assez récente, elle a 3 ans. Mais c'est un petit peu notre équivalent à nous de l'académie française. Donc, si vous êtes un professionnel, vous pouvez à partir du moment là intégrer ce milieu. Alors que vous êtes un professionnel de près ou de loin, c'est divisé en plusieurs catégories. Donc, image et son, dont d'ailleurs j'ai été élue représentante du collège une année. C'est un titre qui se en perpétuel. Enfin, perpétuel. Ça fait 3 ans, mais bon.
C'est un titre qui se renouvelle assez fréquemment. Donc, ça vous permet en fait un petit peu de réunir les différents corps de métier et justement de parler un petit peu avancées techniques, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les actions en fait à mettre en place concrètement, soit dans le secteur, donc des entreprises, des studios, soit quel message en fait, on souhaite faire passer au grand public. Voilà, vous avez des fois à votre disposition, vous avez des gens qui sont plutôt assez motivés et qui ont envie de changer un petit peu les choses, qui ont du temps à investir. Moi, je vous recommande fortement une implication, qu'elle soit associative ou en tout cas un minimum politique. Parce que dans le métier, en tout cas, du numérique, du digital, du market, rien n'est fait au hasard. Ça, on le sait pas trop bien. Quand on destine, quand on veut vendre un produit, ce qu'on veut vendre avant tout, c'est un message. Ce qu'on veut faire ressentir, en tout cas, aux clients potentiels, aux chalands, c'est une émotion, c'est une valeur. Le jeu vidéo, c'est à peu près la même chose. C'est une industrie du divertissement. Et quand vous vendez un jeu, vous vendez quelque chose de plus. Ah oui. Et je vais vous présenter aussi donc l'association Women Games France. Donc, une association qui est effectivement pour plus de mixité et de diversité dans l'industrie du jeu vidéo et qui, pour cela, va passer par plusieurs axes, notamment du soutien envers les femmes. Alors, ça peut être du soutien, par exemple, en leur donnant accès à des ateliers de prise de parole, comment se mettre en avant, comment présenter. Ça, c'est plus classique. C'est plutôt des choses que vous-même, vous pourriez avoir accès dans la vie de tous les jours. Par exemple, je sais que la mairie de Paris met en place en place des ateliers gratuits. Vous suffit juste de vous rendre sur le site web et de choisir l'atelier qui vous correspond le plus. Il y a des ateliers aussi pour apprendre la suite Adobe, tout ce qui va être Photoshop, Illustrator, Paint, en dehors de Adobe. Mais si vous avez envie aussi d'apprendre le logiciel, donc Blender, un objet qui est spécialisé dans la création de décors, c'est un logiciel en fait de modélisation. La mairie de Paris, par exemple, met à disposition des ateliers entièrement gratuits. C'est en fait, je vais vous donner beaucoup de noms et beaucoup de liens. Une nouvelle fois, donc n'hésitez pas si vous voulez noter parce qu'ils ne sont pas tous présents et je ne suis pas sûre qu'après je pourrai vous passer ma slide. Ou des photos, ça marche aussi très bien. Bon, on va passer à la suite. Ah oui, et l'école des héros, donc c'est là où j'enseigne dans les hôpitaux psychiatriques. C'est le nom de la structure qui me permet de penser. C'est moi qui vais passer les slides. Si j'y arrive. Ok. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le SNGV. Donc, le SNGV, qu'est-ce que c'est? Quand je vous ai dit de vous rapprocher un petit peu des différents organismes qui vont graviter dans votre secteur, moi, le mien, c'est de toute évidence le SNJV. Donc là, c'est la partie un petit peu de droite dans mon secteur. C'est la partie patronale, donc qui va réunir les grands patrons. Alors, grands patrons, qu'on s'entende, il y a effectivement les patrons un peu des grandes structures type Nintendo ou autre, même si c'est la branche française de Nintendo, donc nous ne nous alarmons pas. Mais voilà, c'est tous les patrons qui sont sur le sol français, qui sont regroupés ici. Et le SNJV s'occupe, entre autres, de fournir une documentation assez large sur l'état du secteur et sur également le profil des joueurs en France. Donc ça, c'est des données qui sont très importantes. Moi, parce que quand je fais un jeu, soit c'est une prestation, ce que je peux faire aussi, soit c'est une commande qu'on me passe. Je sais comment a été fait, en tout cas un petit peu l'étude de marché qui est derrière. Parce que si je suis juste en fait les données qui ont été référencées dans le baromètre, je peux savoir un petit peu quels sont les joueurs qui jouent le plus, la tranche d'âge du moins. Je peux savoir donc aussi où se situe la plus grande concentration de studios. Donc là, c'est très important de savoir, c'est une chose de pouvoir travailler dans un secteur, c'en est une autre de savoir où est-ce que du coup, il y a le plus d'intérêt pour moi, il y a le plus de débouchés, il y a le plus de, tout simplement de travail qui s'offre à moi. Et là où il y a le plus de travail, en général, c'est aussi là où les jeux fonctionnent le mieux. Voilà, ça, si jamais ça vous intéresse un petit peu de savoir la répartition, j'ai des très bonnes données qui sont fournies par le SNJV.
Alors là, c'est la même chose, hein. C'est pour vous donner un petit peu une idée de comment s'opère voilà, ce secteur-ci. Et ça, bien sûr, vous pouvez retrouver en accès libre et gratuitement sur le site du SNGB. Voilà. Oui, alors pour faire un petit point, c'est vrai que là, bon, on commence quand même à être un peu en poste, même s'il y a une recrudescence. Le secteur du jeu vidéo a grandi énormément. C'est la première industrie devant le cinéma et devant, oui, la littérature et autres. Bon, ça fait quand même depuis une quinzaine d'années maintenant, hein. Ça, c'est quelque chose qui a été amorcé il y a un petit moment. C'est quelque chose aussi qui doit beaucoup, enfin, ce secteur doit beaucoup au secteur du cinéma parce que à un moment donné, ils ont travaillé main dans la main, ou en tout cas, ils sont beaucoup soutenus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de technologies qui ont été développées dans le cinéma et qui sont utilisées dans le jeu vidéo et inversement. Mais depuis quelque temps, maintenant, c'est vrai que de toute façon, si vous travaillez dans ce secteur-ci du jeu vidéo, euh, toutes les technologies sur lesquelles vous allez travailler sont à peu près celles qui sont les plus nouvelles parce qu'elles sont directement destinées à ce milieu-là. Et par, du coup, un petit peu ricochet, vous pouvez forcément après, voilà, si vous avez maîtrisé une technologie, vous pouvez bien sûr vous en servir pour autre chose. Je sais que la VR, actuellement, elle n'est pas encore très accessible au niveau prix, donc vous ne la retrouverez pas chez n'importe qui. Mais la technologie, ou en tout cas ce que vous apprenez à en faire, que ce soit au niveau du code, du design, de l'interface, de la vente, vous pouvez bien sûr l'appliquer à un autre secteur. Et également, à partir du moment où pour moi vous avez travaillé dans le jeu vidéo, faire la conversion jeu vidéo, animation, c'est quand même quelque chose d'assez proche. Voilà, c'est des choses qu'on va beaucoup retrouver parce que je vais vous montrer un petit peu les différents métiers. C'est juste une question de jargon, mais une fois que vous avez un petit peu connu ou que vous vous intéressez un petit peu à la chaîne de production euh, de, de votre milieu, vous arrivez à faire des ponts très simplement. On a, par exemple, dans mon studio ou dans les studios auxquels j'ai pu travailler, je sais que le nom de game artist, ça ne voulait pas du tout dire la même chose chez un autre studio. On pouvait appeler ça creative director, on pouvait appeler ça infographiste 2D, 3D. Il y a beaucoup de noms qui sont attribués à beaucoup de métiers parce que c'est quand même un secteur qui est très, très, très jeune. La technologie est très jeune. Donc, même si là, pour l'instant, vous ne voyez pas d'intitulé qui correspond, par exemple, à votre recherche ou qui correspond même à votre envie du moment, je ne sais pas si vous êtes tous fixés sur ce que vous avez envie de faire précisément dans votre métier, enfin, dans votre futur métier. Mais en tout cas, sachez qu'il y a forcément un poste qui existe ou qui va exister parce que je crois que c'est à peu près 100 à 150 nouveaux postes qui sont créés dans le secteur par an. 100, c'est sûr, 150, je ne sais plus, mais voilà. C'est une information. Ah oui, et tout ça pour revenir au fait qu'effectivement, la Covid a été un accélérateur, c'est pas moi, a été un accélérateur, mais pour autant, le secteur du jeu vidéo ne va pas du tout s'arrêter. Il est encore en plein boom et ça ne fait beaucoup continuer. Tac, tac, tac. Donc, on a vu le SNJV. Maintenant, on va s'intéresser au STJV. Le STJV, c'est le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. C'est la partie gauche. Donc, la partie militante. Là, vous ne trouverez aucun patron, seulement des salariés ou alors des personnes qui sont en auto-entreprise, donc isolées. Enfin, isolées, j'appelle ça isolées parce qu'elles n'ont pas de structure derrière elles. Quand on monte son entreprise, déjà, on n'a plus de mutuelle, on n'a plus grand-chose. On cotise à une caisse de retraite pour les indépendants. Encore faut-il savoir qu'elle existe. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, si jamais en fait, vous vous retrouvez dans une situation où voilà, vous avez monté votre boîte, mais que vous êtes seul, qu'est-ce que je fais? À qui je me réfère? Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé et j'aimerais toujours que ça arrive, hein, qu'à l'école, à la place que je sais pas, ou en tout cas en complément euh, des cours sur le droit civique, on nous apprenne aussi comment monter sa boîte et comment remplir sa première fiche d'impôt quand on cumule par exemple aussi salariat et auto-entreprise. Et bien ça, ce sont des organismes, en tout cas, le STJV dans mon secteur, c'est un organisme qui peut vous aider là-dessus. C'est des organismes, c'est notamment eux qui ont réussi, par exemple, à libérer la parole
si on a eu notre MeToo à nous aussi. Nous ne sommes pas exclus. Et quand on ne sait pas quels sont nos droits, quand on ne sait pas forcément à qui faire confiance dans sa structure, je sais qu'avoir un syndicat derrière nous, c'est une grande, grande aide. Et juste intéressez-vous aussi à ça. Alors, maintenant, nous allons passer au CEL. Donc, le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs numériques. Des éditeurs de loisirs, donc, tout court, en France et à l'étranger. Donc, lui va prendre en compte tous les acteurs qui sont français, mais même français à l'étranger. Donc, c'est eux qui sont notamment les organisateurs donc, du CEL, de la Paris Games Week. Eux, ils sont financés par l'État, ou en tout cas une bonne partie. Ils vont faire par exemple appel aux aides du CNC pour construire des grands événements, pour mettre en avant le secteur du jeu vidéo au grand public et également créer des événements plus professionnels, mais avant tout pour le grand public. Ils servent surtout cette cause-là. Comment faire rayonner un petit peu notre industrie? Et ça passe par la Paris Games Week, ça passe par tout ce qui va être un petit peu communication sur soit la presse, soit tout ce qui va être affichage un petit peu de panneaux voilà, dans les rues, par la publicité aussi, que ce soit la publicité. Alors, nous, maintenant, on n'a plus vraiment besoin, dans le secteur du vidéo, d'avoir une publicité un petit peu voilà, à l'extérieur, sur les murs. On sait que les joueurs sont principalement sur PC, sur voilà, digital. Donc, on va passer par énormément de ciblage et c'est nos CEL qui va s'occuper de ça, de faire rayonner notre industrie. Eux aussi font des rapports un petit peu dans tout ce qui va être bilan marché. Des données qui sont essentielles, savoir quelles sont les plateformes qui marchent le mieux, quel âge, quel type de personnes, comment en fait on arrive à quantifier s'il y a un avancement au niveau de la diversité, s'il y a un avancement au niveau de l'accessibilité à nos différentes plateformes. Vraiment, c'est des données mais essentielles là-dessus. Voilà, profil du joueur, besoin du marché, de toute façon c'est ça. Tac, tac, tac. Voilà, juste un petit chiffre, hein, donc oui, 5 milliards. Tac, tac, tac. Et ça ne s'arrêtera pas. Alors, ces étapes-ci, normalement, elles doivent vous parler, hein, je pense que vous avez déjà étudié. Elles sont sensiblement les mêmes dans chaque corps de métier. Donc, comment est-ce qu'on crée un jeu? Moi, je pars toujours de cet exemple-là. Hein, si jamais vous voulez me rejoindre avec vous, hein, comment on crée un produit, comment on crée une pub, comment on crée un film, finalement, c'est à peu près toujours les mêmes étapes. On va commencer par en parler. Ça commence forcément par une idée à l'oral. Ou en tout cas, la seconde étape va venir de proposer un croquis, une esquisse, pour se mettre un petit peu d'accord. De cette esquisse-là, donc, c'est l'étape pré-production. On va commencer à, voilà, à sourcer. Qu'est-ce qu'on veut mettre, voilà, qu'est-ce qu'on veut créer comme ambiance, qu'est-ce qu'on veut vendre, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir, quelle est notre cible. Donc là, on passe à l'étape production, parce qu'il faut forcément commencer par un moment faire des propositions. Et ces propositions-là, elles vont amener à une concrétisation. Donc, que ce soit pour moi des visuels en 2D, en 3D, que ce soit même un jeu de plateau. Voilà. Pendant cette étape de production, nous, on fait appel à des playtesters pour avoir des retours. On fait appel à ce qu'on va appeler dans mon milieu, moi, des level designers pour un petit peu voilà, penser à l'architecture de notre jeu. Comment est-ce qu'on veut qu'il commence, qu'il termine, quelles sont les péripéties. Là, je prends un petit peu le langage de la littérature. Donc, voilà, les péripéties, les ennemis, les héros. Ensuite, on va passer à l'étape donc de... ouais, alors là, c'est quand même... Il y a
Il y a un champ des possibles parce que post-production, production, entre-temps, vous avez déjà testé votre produit. Moi, je sais qu'on appelle ça chez moi des deadlines. Donc, on a la première qui consiste à avoir une phase un petit peu alpha de notre produit, après une bêta et enfin une bêta gold. Et après seulement, du coup, on commercialise. On commercialise toujours dans un pays, lequel étant des pays plutôt éloignés, mais qui vont être notre cible, mais qui vont pas être chers en termes de coût marketing. En fait, on peut faire très peu de publicité. On va lancer le jeu. On va lancer le jeu et on va attendre d'avoir les retours avant de le lancer dans notre pays ou en tout cas dans notre cible de cœur, où on sait qu'il y aura un impact beaucoup plus grand. Donc, avant de lancer, par exemple, en France un jeu, on va le lancer en Thaïlande, on va le lancer au Vietnam, on va le lancer au Japon. La Chine, c'est un peu compliqué parce qu'en ce moment, ils n'aiment pas trop avoir de jeux. Le Japon aussi, tant, mais bon. On va le lancer dans d'autres pays. Et après, finalité, on est à l'état de post-production. Donc, on va commencer à faire un bilan. De toute façon, la première semaine, même la première journée, on sait si notre jeu a réussi ou pas. Là, concrètement, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Ubisoft, c'est chute libre, hein, c'est la cata. Ils sont pas loin. Je ne sais plus comment on a appelé ça. Il y a quelques jours, ils ont envoyé un mail à tous leurs salariés pour leur dire qu'ils étaient en état de. Je sais pas. J'ai plus exactement les termes, mais c'était petite récession. Ils vont devoir supprimer des postes parce que tous les jeux qu'ils ont sortis, les jeux, non, mais une grande partie des jeux sur lesquels ils avaient énormément misé n'ont pas marché. Ils n'ont pas marché alors que Ubisoft, je crois que c'est le. Non, je suis même sûre, parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est le 3e éditeur de jeux vidéo au monde, ou en tout cas, c'est vraiment un mastodonte du secteur. Et là, et bien malheureusement, ils ont fait les mauvais choix. Ils ont fait les mauvais choix, donc ils vont devoir licencier à tour de bras. C'est pas une très bonne période hein, pour ceux qui habitent à Montreuil. Donc c'est là où est basé Ubisoft. Sale période. Donc, par acquis de conscience, je me sens aussi de vous le dire, en général, quand il y a ce genre de restructuration, c'est surtout l'équipe marketing et communication à qui on en veut en premier et qui part aussi en premier. Parce que bah, quand on fait un jeu, l'équipe de développement, bah, elle l'a fait, mais ceux qui avaient la mission de le vendre, c'était la com et c'était la market. Ça, c'est une information à prendre en compte. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais donc, bêta, pré-alpha, pré-launch, launch. Bon, en fait, c'est ça que j'ai détaillé. Donc, le fait de sortir pré-launch, c'est quand vous sortez déjà votre jeu, mais pas sur votre pays cible. Après, launch, donc vous l'avez sorti, par exemple, en France et post-launch. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme bilan? Est-ce qu'on a réussi à vendre aussi nos petits goodies alternatifs? Est-ce qu'on a suffisamment de joueurs? Suffisamment de rétention sur notre jeu, donc que ce soit un jeu en ligne, est-ce qu'on a eu suffisamment d'achats premium, donc d'achats si on part d'un jeu qui est pas free to play, mais par exemple un pay to win, est-ce que voilà, on a eu suffisamment d'achats, est-ce qu'on a eu plein de petites ventes additionnelles pour faire un DLC, pour faire une suite, qu'est-ce qu'on en fait? En général, si un jeu a marché, donc il est annoncé, bah, c'est comme pour les PIM un peu Netflix, hein. La première semaine, s'il a bien marché, une semaine après sa sortie, vous savez s'il va être renouvelé pour une saison 2. Pour un jeu, c'est à peu près la même chose. Si au bout d'une journée, déjà vous regardez un petit peu les chiffres, au bout d'une semaine, vous savez s'il va être renouvelé ou pas. Auquel cas, moi je sais que toute cette période-là, si vous êtes un petit studio, donc quand on dit petit studio, chez moi, c'est 1 à 7 personnes. C'est ce que, voilà. Ce qui d'ailleurs, les petits studios composent majoritairement le secteur du jeu vidéo en France, c'est à peu près 80. Les derniers chiffres, c'était entre 85 et 94%. Ceux qui font du chiffre, bah, c'est les plus gros, mais les plus gros, bah, c'est une petite partie. Mais ceux qui font vivre cette industrie-là, ce sont les petits. Et eux, euh, donc, bah, mais les bas. C'est plus que où je voulais en venir. Quand je vous dis que je divaguais, je divague beaucoup. Donc, je me ressens trop de sujets à la fois. C'est le petit studio. Ouais. Ah, je sais plus où je voulais en venir. Ça va me revenir après. Ah, si. Ouais, parce qu'en plus, vous les avez. Mais alors,
2-3 mois. Ah, en parlant de budget, ça c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Entre autres, hein, mais de la conception jusqu'à la production, c'est 40% du budget d'un jeu. Alors, pour la partie développement, hein, qu'on s'entende. Et maintenant, pour la partie vente, ça va être 60% du budget. Donc, c'est pour ça aussi que c'est les premiers qui partent, hein, les marketeurs. C'est parce qu'on a tellement investi que s'il y a eu un problème, c'est que voilà, on ne va plus le faire ça. Puis, on part du même principe, hein, si vous avez fait un super produit et que personne n'en entend parler ou qu'il ne se vend pas, c'est pour ça qu'on mise autant sur la com et qu'on lui dédie autant de temps aussi. La communication, on commence à la faire à partir de cette étape-là même, de la concession, à partir même de l'idée. On commence à communiquer parce qu'il faut exister. Si on n'existe pas, on n'a rien. Ah, et donc, oui, en tout et pour tout, si vous êtes un petit studio, c'est bon. Cette étape-là, toute la conception, machin, c'est à peu près 3 ans. Quand vous faites un jeu, vous travaillez dessus pendant 3 ans si vous êtes une petite structure. Alors, je ne sais pas, on peut décliner ça si vous avez d'autres, je peux vous aider là-dessus. 3 ans, 3 ans, et ça si vous avez des aides, hein, évidemment, parce que sinon, 3 ans, même en partant de, par exemple, un salaire moyen, 30 000 € par an à 7, il faut les avoir de côté. Donc, soit vous les avez de côté, soit vous avez votre chômage. Mais bon, même là, maintenant, il faut quand même travailler pendant le chômage. Enfin, faut même travailler. Même, ouais. Et par contre, même si ouais, Ubisoft, tout ça, eux, ils partent aussi du fait que ils peuvent se donner 1 an de production parce qu'ils ont énormément d'équipes derrière. Mais quand là, s'ils sont autant cassés la gueule et qu'ils ils ont chuté à la bourse, c'est parce qu'ils ont misé sur des jeux qui avaient 5 ans de production derrière. Donc 5 ans à plus de 500 000. L'équipe, par exemple, en France, c'est à peu près du 2000, 5000. Et forcément, tous les produits, enfin tous les jeux sur lesquels ils vont travailler ensemble, c'est un travail commun, international. Donc, c'est pas seulement l'équipe de Montreuil qui va être commanditée, c'est également l'équipe qui se trouve euh, en Angleterre, c'est l'équipe aussi qui va se trouver au Brésil. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils sont autant dans le jeu, c'est parce qu'ils ont monopolisé énormément de personnes sur beaucoup de projets qui ont duré beaucoup trop longtemps. Et maintenant, il faut rattraper le tout. Et on considère que si vous voulez être rentable dans un jeu, notamment pour tout ce qui va être les jeux mobiles, un jeu mobile, c'est 1 mois de production. 1 mois de production et après, vous le lancez tout de suite. Si votre jeu, en 1 mois, il ne vous fait pas 1 an de revenus, c'est qu'il n'est pas rentable. Alors ça, je parle vraiment pour des très gros chiffres, hein, mais en général, si vous dédiez vraiment votre temps, le mobile, c'est ce qui est le plus rentable dans notre industrie parce que c'est un peu notre fast fashion. En 1 mois, vous pouvez avoir un bon jeu, une bonne mécanique qui va plaire à énormément de gens, avec lesquels vous allez pouvoir mettre plein de publicités et qui va vous rapporter très vite. Le problème, c'est que en fait, avant de tomber sur le produit, la perle rare, forcément, il faut en avoir plein. Et c'est pour ça qu'en 1 mois, ça doit vous rapporter 1 an. Parce qu'avant, vous aurez eu pas mal d'échecs. Vous aurez quand même pas mal donné de votre temps. Donc, il faut avoir un petit retour. Ah, et pour être rentable sur un mobile, un titre indicatif, il faut avoir au moins, alors sur le Play Store, et même sur Google, je pense. Non, sur Play Store, en tout cas, c'est sûr. Il faut au moins avoir 1,5 million de téléchargements par mois. Ça coûte cher. Alors, organigramme des métiers. Moi, je me suis tirée. Ouais, mais pas. Effectivement, moi, je serais plutôt au milieu, en haut. Alors là, c'est un organigramme très succinct, hein, évidemment. Donc, en quoi consiste exactement mon métier à moi? Je peux vous faire un petit peu les déclinaisons d'ailleurs. Dans le jeu vidéo. Non, on va commencer d'ailleurs, on va commencer là par tout ce qui va être plutôt mode et édition. Dans ces milieux-ci, ça va consister à déjà, par exemple, un brief. Donc, on appelle ça un petit brief client. L'âge, le message, le produit, l'argent qu'on compte investir dedans, évidemment.
le temps qu'on va donner à ce projet-ci, quelles sont les dernières tendances, quels sont les éléments qui marchent le mieux. Par exemple, si on est dans l'industrie du livre, en ce moment, on voit que la fantasy, ça marche bien. On voit effectivement aussi que les vampires, ça marche bien. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit truc dessus? Donc là, c'est le côté tendance marketing. Ce à quoi la banque va être là avec vous, donc la partie un petit peu trésorière, ressources. Hein. Donc pendant le brief client, on est toujours là-dessus. Hein. Donc brief client, vous avez côté marketing qui va venir avec vous. Vous avez la banque, donc elle qui veut qui veut être sûr de son produit, donc qui va vous dire d'accord, on va faire un truc qui marche. Donc là, ça a l'air d'être sympa. Est-ce que tu peux piocher 2-3 éléments des tendances actuelles? Là, on a de l'argent, mais par sécurité, le projet ne peut durer qu'un an. D'accord. On peut aussi avoir que 2 personnes dessus. D'accord. Est-ce que là, vous avez la négociation? Est-ce qu'on peut avoir des stagiaires? Est-ce qu'on peut avoir des freelances qui vont intervenir? Combien de temps? Donc là, c'est la première étape d'un brief client. Ensuite, donc là, vous avez effectivement la direction artistique parce que c'est bien beau d'avoir un produit, mais sous quelle forme? Sous quelle forme? Avec quelle référence? Donc là, c'est la partie direction artistique. Vous avez le directeur technique, donc pour le côté beau, pour le côté un petit peu vendeur artistique. Côté technique, pour moi, dans le jeu vidéo, ça va être tout ce qui va être programmation, donc le chef de cette escouade-ci. Dans la programmation, vous avez votre produit. Vous avez forcément un codeur qui va être là pour pour coder le jeu. Vous avez un codeur qui va être là pour s'occuper du site web, parce qu'il en faut bien. Donc même là, dans le jeu vidéo, effectivement, vous avez pas mal de métiers qui se regroupent. On va commencer à faire les ponts et les passerelles entre les différents corps. Donc, j'ai mon développeur, j'ai... qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Donc, j'ai mon produit, j'ai la mise en beauté, donc par la direction artistique, j'ai la programmation, donc tout ce qui va être technique, et j'ai également tout ce qui va être un peu réflexion, que ce soit autour des mécaniques. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu l'UI et l'UX design. Donc, comment je sais que ma bouteille d'eau, je peux la prendre sur le côté? Donc ça, c'est plutôt l'UX. Qu'est-ce qui fait que intuitivement parlant, cette bouteille, je sais que je peux la prendre là? Et que je ne la prends pas comme ça de base ou que je ne la prends pas comme ça. Parce que si vous faites le test, voilà, si vous laissez votre bouteille sur un support, 90% des gens vont venir la prendre sur le côté. Mais ça, c'est parce que le design fait que, intuitivement parlant, on a envie de, voilà, on est poussé, c'est suggéré de cette prise en main-là. Donc là, c'est le rôle de l'UX. Le rôle de l'UI, on compare ça un petit peu à l'interface, donc c'est la mise en beauté de nos éléments. Donc ça, c'est tous ces métiers-là vont se retrouver du côté du directeur de création. C'est également lui qui va dire notre jeu, toi tu t'occupes de l'aspect beauté, toi de l'aspect technique, mais moi je vais m'occuper un peu de l'aspect règle, le gameplay, on appelle ça. Donc par exemple dans Mario, le gameplay, ça consiste en quoi? En marcher, courir, sauter et envoyer des boules de feu par exemple. Ça c'est encore ses spécialités alternatives, c'est pas les principales mécaniques. Les principales mécaniques, c'est vraiment bouger, sauter et courir, tout simplement. Et ça va être le level design, donc une nouvelle fois la création des niveaux. Ça, j'en ai parlé juste un petit peu avant. Excusez-moi, Anna. Oui. X, c'est aussi ce qu'on appelle l'affordance, c'est ça? Oui, aussi. Aussi. Je sais pas s'il y a besoin que je détaille là-dessus, si vous avez peut-être déjà vu. Petit terme. C'est le rôle du design sur le comportement. Oui, c'est l'étude en fait de l'humain, tout simplement. C'est l'étude de l'humain. Et d'ailleurs, vous retrouvez aussi maintenant des mécaniques d'accessibilité parce que on a un petit peu de retard là-dessus, malheureusement, comparé à d'autres pays. Je sais pas. Ouais. Les jeux vidéo, on va voir ça tout de suite, juste après, mais c'est à peu près 90% des personnes en France qui y jouent. Mais malheureusement, ça ne reste pas accessible à tout le monde, pas seulement à cause d'une question économique, mais aussi du fait que les manettes ne sont pas adaptées à tout type de handicap. Et donc maintenant, de plus en plus, en tout cas dans les gros studios, parce que quand on veut s'allouer des scientifiques, quand on veut s'allouer en fait des personnes dédiées à ces questions d'accessibilité-là, il faut de l'argent. Donc vous retrouvez ça essentiellement, cette variété de postes, cette multitude aussi de différents profils dans les gros studios. Je sais aussi qu'à Ubisoft, une nouvelle fois, ils travaillent pas mal avec des géographes
avec des historiens. Bon, bah, ça, c'est connu, enfin, c'est connu. On en a pas mal parlé pour le jeu Assassin's Creed, la saga. Et ils les ont à plein temps, hein. Ils les ont pas juste pour une consultation de 3 mois. Ils ont cette équipe-là à plein temps parce qu'il faut assurer une cohérence et une richesse à certains produits qui le demandent. En tout cas, là, il y a un aspect historique, donc forcément, il faut qu'il y ait des gens derrière qui s'y connaissent et qui puissent être là de manière régulière, ou en tout cas à tout moment. Tac, tac, tac. Donc là, je vous envoie autre documentation que peut faire le SNJV, un référentiel des métiers qui est entièrement gratuit et accessible en téléchargement sur le site du même nom. Donc, vous pouvez retrouver en fait une fiche de poste détaillée des différents métiers qui composent l'industrie, notre industrie du jeu vidéo. Ça, ce qui est plutôt intéressant, moi je la recommande, il en existe plein, hein, mais celle-ci est vraiment très détaillée. Enfin, il en existe plein. Oui, il existe celle, par exemple, de l'ONICEP, je ne vous la recommande pas parce que là, moi je l'ai vue et voilà, ça ne va pas beaucoup vous aider, c'est pas très renseigné malheureusement. Là, il y a quand même ce qui intéresse le plus, en général, combien est-ce qu'on gagne. À savoir que la vie à Paris est chère et qu'il y a une différence. Vous êtes mieux payé à Paris, forcément, pas forcément. Quand je peux raconter ça dans d'autres secteurs, mais c'est bon. Et oui, on est quand même mieux payé ici qu'on peut l'être en province. Et ce référentiel-là fait justement le détail. Il fait le détail aussi entre les paiements que vous allez recevoir en tant que salarié, en tant que junior, senior, confirmé, etc. Et également en tant que en tant que statut, donc salarié ou auto-entrepreneur. On ne gagne pas du tout la même chose. Donc là, c'est différents métiers. Découpé en 5 catégories, donc métier du management, métier du design, de l'image et du son, de la technologie, de l'édition et du support. Là, si ça vous intéresse, bien sûr, allez-y faire un tour, vous verrez un petit peu les fourchettes de prix. Donc là, les différents métiers, et tac, tac, tac. Est-ce que je vais me trouver ça? Bon, du coup, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Ouais. Mais là, par exemple, pour un concept artiste, donc à Paris, ouais, en junior, même en junior, c'est pas beaucoup, mais à Paris, ça serait ouais, non, c'est vraiment pas beaucoup. Je suis pas d'accord là-dessus, mais à Paris, en confirmé plutôt, en confirmé, je suis déjà un peu plus d'accord. En confirmé, ce serait 52K. Et en région, ça peut aller jusqu'à 38 000 K. Donc, il y a quand même une grosse différence salariale. Bon, c'est des valeurs indicatives, hein, parce que, encore une fois, hein, en fonction de la structure dans laquelle vous atterrissez, elle aura plus ou moins de budget, hein. Là, si vous voulez avoir une petite idée, d'ailleurs, quand vous serez amené à négocier votre tarif, rendez-vous sur société.com et regardez combien elle a fait de chiffre d'affaires l'année passée, hein. Bon, le chiffre d'affaires n'est pas le chiffre qu'ils ont encaissé, bien sûr, ce ne sont pas les bénéfices, mais quand même, ça aide à se faire une idée et ça aide à voir un petit peu quelle est votre marge de manœuvre pour négocier votre futur tarif. Alors, tac, 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 tac. Donc là, vous avez, sur ces fiches-là, en plus, vous avez non seulement les compétences qui sont demandées, une sorte un peu de journée type, les différentes interactions, enfin, qu'est-ce que vous aurez? Moi, je sais que les personnes avec qui j'interagis le plus, ce sont tout ce qui va être équipe un petit peu de prod, parce que bah, concrètement, moi, je veux bien faire un beau design, je veux bien faire une belle modélisation, je veux bien même l'intégrer dans le moteur de jeu, mais à un moment donné, il faut que tu me dises à qui je peux demander ça. Et en général, bah, c'est l'équipe technique, parce que moi, je bosse énormément donc, avec eux. Si on me demande maintenant de créer un logo, bah, ça va être forcément avec l'équipe direction un petit peu créative. C'est ce que j'ai pu faire. Si on me demande de faire une vidéo, je vais travailler avec l'ingé son. Évidemment, je vais aussi travailler avec le gars qui sera occupé de la motion capture parce que moi, bah, j'en ai fait pas mal. Donc, je peux l'intégrer, mais une nouvelle fois, quelle est la tech qu'on m'accorde? Une nouvelle fois, je m'occupe de communiquer avec l'équipe technique. Et pour tous ces différents corps, moi, je vous recommande fortement de connaître un minimum leur jargon parce que bah, ce sont des métiers d'équipe. Des métiers d'équipe. Et si vous n'arrivez pas à communiquer entre vous, ce sera très difficile de faire un projet ensemble ou en tout cas de faire un projet qui aura du succès. Donc, intéressez-vous aux différents logiciels et essayez
même si vous n'êtes pas un expert dedans, d'avoir au moins un petit niveau débutant et de choper la logique derrière quand vous voulez communiquer une idée, ça vous fera épargner du temps et ça créera moins d'inertie dans un projet. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, c'était un manifeste. Ce que je vous ai montré juste avant, c'était donc un référentiel des métiers, mais ça, c'est un référentiel des métiers assez global. Maintenant, dans Judo, il y a pas mal de nouveaux métiers qui sont développés. Donc là, on va parler un petit peu de tout ce qui est influenceur. Alors, les influenceurs, d'ailleurs, si vous voulez un petit peu leur prix, je peux vous en donner. Hein. Pour, par exemple, une conférence pour un influenceur, ce serait à peu près d'1 heure. Hein. Alors, ça se calcule en fonction du nombre d'abonnés, bien sûr. Ça se calcule aussi en fonction de son expérience. C'est une chose de faire des vidéos, c'est une chose de faire du sponsoring et c'en est une autre de présenter un projet devant des personnes d'ailleurs qui ne sont pas forcément fans de lui à la base et de présenter un produit pour lequel il n'est pas forcément convaincu aussi. Donc, l'argent va énormément compter là-dedans. Je ne sais pas si je peux vous donner des noms, mais La concurrence est filmée. ah, ça va être compliqué alors. Le rôle de l'influenceur, c'est concrètement de renforcer le vente, accroître la visibilité du jeu, c'est ça? Ça dépend. Rémunérer sur le résultat. Soit, alors non, il est toujours rémunéré à la prestation, et heureusement, parce que là, si vous entendez parler de quelqu'un qui est rémunéré au résultat, mais quelle horreur! Ouais. Quelle horreur il a donné, parce que forcément, déjà avant, il s'est préparé un petit peu, donc il y a déjà un temps qui a été alloué à ça. En plus, il a fait de l'animation. Alors, ça a eu le résultat que ça a eu, mais parce que peut-être que le ciblage était mauvais aussi, peut-être que le public n'était pas réceptif pour d'autres raisons, parce que il peut se passer des facteurs externes. Je sais que là, euh, Xbox, par exemple, avait sorti, enfin en tout cas comptait sortir une caméra, mais que malheureusement, 2-3 jours plus tôt, elle avait fuité. Mais entre-temps, ils avaient quand même prévu une annonce en grande pompe avec la presse et également quelques privilégiés à qui ils avaient fait gagner ça, donc des clients, mais des consommateurs finalement. Et ça n'a pas marché parce que tout simplement, le produit avait déjà fuité. Mais ça, c'est une condition externe qui ne dépend pas du tout du streamer qui a été embauché pour cette mission-là et qui avait déjà signé un contrat auparavant et qui est venu donc l'honorer de bonne foi. Mais non, c'est vraiment si on fait appel à un influenceur, il est payé, il y a un contrat qui a été signé déjà en amont. Il y a une NDA aussi qui a été signée, donc une clause de non-divulgation, de confidentialité. Et c'est toujours payé à la prestation, peu importe les conditions externes. Ou alors, là, il faut vraiment faire attention à votre contrat. Tac, tac, tac. Donc là, c'était pour tout ce qui était un peu nouveau métier. Là, je recommande en fait d'aller sur ce manifeste-ci pour les témoignages des professionnels. Il y a du coup, il y a 78 interviews de professionnels et de professionnels dans différents corps que vous avez pu voir là. Donc, vous, je pense que c'est plutôt tout ce qui est partie business qui va vous intéresser. Business et même pourquoi pas art, parce que art aussi, pour eux, c'est le côté un peu marketing. Et voilà, si vous voulez avoir un petit peu leur expérience, parce que c'est pas forcément non plus des gens qui se destinaient du coup à intégrer ce milieu-là, qui se sentaient pas forcément légitimes ou qui pour eux n'avaient pas forcément les compétences. Ils avaient juste une bonne culture de la pop culture, tout simplement. Et après, ils sont entrés parce que ils sont tombés sur une offre qui tombait à point. Mais bon, voilà. On se destinait pas forcément au métier, à ces métiers-là. Ah, à eux aussi, en fait, ils donnent une fourche salariale qui peut être intéressante. Donc, directeur marketing en jeux vidéo, c'est à peu près 7 500 par mois. Alors, c'est pas, on peut s'attendre à mieux, hein. Mais là, c'est la somme de base dans même les petits studios. Les petits studios, alors là, on n'est pas vraiment sur le petit, on est plutôt sur le milieu de gamme, donc ce serait plutôt Soclap, Asobo, Absolver. Donc là, c'est des équipes entre 80 et 120, donc qui peuvent justement se permettre d'avoir un directeur art et voilà, une multitude de petits corps différents avec une bonne hiérarchie au niveau des métiers.
Eux, c'est un petit peu la fonction cadre, hein. Donc, par contre, là, il y a une demande s'il y a des bons retours, il y a des primes qui tombent aussi. Donc ça ne comprend pas les primes, évidemment. Tac, tac, tac. Gameplay, Creative Director jeux vidéo, 4450. Brand Manager, donc celui qui va s'occuper de l'image de marque. L'image de marque, ça regroupe d'ailleurs Brand Manager, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle aussi beaucoup, mais Brand Manager, ça regroupe énormément de choses différentes. C'est un peu notre chef de projet, en tout cas, dans les différents brand managers que j'ai pu rencontrer, moi, dans ce secteur-là. Ils vont s'occuper de l'événementiel, ils vont s'occuper aussi d'avoir des connaissances sur Photoshop, Illustrator, ils vont s'occuper aussi de faire la négociation auprès des clients, ils vont se rendre sur place, ils vont gérer du coup les événements en amont, ils vont gérer aussi du coup les freelances, hein, ils vont s'occuper de tout ce qui va être achat de fournitures, ils vont s'occuper des réseaux sociaux, donc ils vont avoir des CM en dessous d'eux. C'est un peu le couteau suisse. Donc même eux, je pense que là, on peut noter encore un petit peu plus, mais ouais. Le Creative Director, lui, il va vraiment se contenter. Enfin, il est sur l'aspect purement et simplement développement de jeux vidéo. Pour la petite différence. Et pour moi, en fait, le brand manager, il doit même gagner un peu plus que le Creative Director. Ça, je pense que ça dépend des milieux. Ça doit dépendre aussi du fait qu'il soit confirmé senior ou autre. Responsable relations presse, 3200, 3300, ouais, 3300. Si jamais la presse, ça vous tente, dans ce secteur-ci, c'est un voyage à peu près tous les mois. Facile. Voire toutes les 2 semaines. Parce que des conférences. Alors, bien sûr, il faut être bilingue, hein, mais je pense que c'est plus trop un problème parmi nous, à notre ère, mais on voyage énormément. Si tant est qu'on assiste à tous les événements qui sont prévus pour nous. Créateur de contenus digitaux, donc c'est un peu le CM, hein. Train marketer, c'est un peu tout ce qui va être aussi il va faire le traitement des données, bien sûr, hein, il va s'occuper de mettre tout ça sur un Excel, de faire ouais, ça serait du SEO, quoi. SEO, vous voyez ce que c'est? C'est c'est à peu près la même fonction que Facebook propose. Donc, quand vous faites une publicité sur Facebook, par exemple, vous avez après une interface qui vous est dédiée pour qui a collecté en fait les données des personnes qui ont cliqué ou qui n'ont pas cliqué et qui vous permet de savoir si cette personne-là, elle est célibataire, elle est en couple, elle a des enfants, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ses loisirs, ses machins. Elle collecte tous vos cookies. Donc, SEO, c'est un peu ça pour le jeu vidéo. Euh, qui a acheté mon jeu? Quand est-ce qu'il l'a acheté? Ça peut se faire que sur des formats digitaux, évidemment, mais voilà, c'est ça. DS, marketing, relation presse, concept artiste. Producteur, associé producteur, généraliste. Pour tout ce qui est prix streamer, je vous les dirais, mais du coup, hors vidéo. Ils les ont mis en dernier, moi je les aurais mis en premier. Mais il y a un événement qui s'est monté il n'y a pas longtemps, qui s'appelait le Games Montpellier Stream Show, je crois, Montpellier Stream Show, et qui avait pour ambition de réunir, même s'ils ont réussi à en réunir pas mal, 150 streamers. Moi, j'ai eu accès à ça. J'ai eu accès à tout ce qui va être un petit peu documentation. Pour en parler après. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, il faut préparer une bonne enveloppe quand même. C'est très conséquent. Anna, est-ce qu'on peut dire un mot des royalties que peuvent percevoir les développeurs qui n'ont pas le statut de salarié? J'avais entendu souvent cette question en ligne. Ça posait un problème apparemment. Alors,
Bah, c'est le même principe hein, que pour un streamer qui est payé au résultat. Les royalties pour développeurs, éthiquement parlant, c'est pas acceptable de se dire que j'ai bossé sur un jeu pendant 1 an, 3 ans, et seulement s'il marche, je suis payé. Et c'est vrai que c'est un fléau dans notre industrie parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir là-dessus. Mais principalement, pas forcément du côté développement, mais du côté de la musique. Dans l'industrie de la musique, c'est un vrai fléau. La SACEM et la SCAM, donc qui sont les 2 organismes qui s'occupent de gérer la musique, enfin de reverser les dividendes, voilà, le droit à la propriété intellectuelle, tout ça, c'est géré par ces 2 organismes-là. Vous avez le choix entre ces 2 organismes. Et dans la musique, principalement concentrée dans le jeu vidéo, hein, vraiment, je parle dans tous les milieux possibles, c'est un grand fléau parce que les royalties, c'est pas, on ne vit pas avec ça. Et malheureusement, dans la musique, c'est quelque chose qui perdure encore beaucoup. Si vous avez un ami compositeur, bah, il faut le payer d'une part à la livraison du produit, mais aussi le temps que bah, vous faites tourner soit la vidéo, soit le contenu. Enfin, voilà. C'est comme ça que maintenant, en tout cas, ça devrait se gérer principalement et qu'il faut continuer à le faire pour ceux qui font. Tac, tac, tac. La FJV. Comme dans tout milieu, nous avons nos sites spécialisés. Alors oui, fut un temps, nous avions jeuxvideo.com, qui reste encore une base, même si je le regrette éperdument. Mais voilà. Si vous êtes maintenant un petit peu, toujours du côté spécialisé, mais un peu plus évolué que jeuxvideo.com, qui là va en fait rassembler une grande... Jeuxvideo.com, hein, pour vous dire les chiffres, c'est entre 12 et 17 ans, le public présent sur ce site-là. Donc, c'est pas bien ou pas bien, hein, j'ai pas d'avis plus pertinent que ça là-dessus. C'est juste que bah, c'est pas quelque chose qui, moi, va m'intéresser parce que c'est pas les infos qu'ils mettent sur leur site qui, forcément, moi, vont me parler. Si j'ai envie de savoir un petit peu comment se passe bah, l'évolution de telle ou telle boîte, quel est l'événement qui est le plus pertinent auquel je devrais participer, quel est le record qu'a pu faire un jeu à son démarrage, bah, voilà. Les dernières actus, en fait, c'est sur ce site-là, donc sur le site de la FJP, qui va regrouper donc un petit peu nos actualités et qui également va recenser tous les studios de jeux vidéo existants en France. Donc ça va vous permettre aussi dans la recherche d'emploi. Voilà. Vous les avez, vous avez la liste et maintenant vous pouvez envoyer ou en tout cas choisir lesquels pourraient vous convenir. Donc les studios, mais ça regroupe également tout ce qui va être organismes qui travaillent en partenariat avec eux, donc les équipes de la presse, le marketing, ceux qui vont s'occuper aussi de concevoir les jeux. Donc quand je parle de conception, je parle de la fabrication, hein, tout simplement de la fabrication d'un ordinateur par exemple. Donc on est à ce niveau-là de recensement quand même. Il y a également les dernières études qui sont sorties. Donc moi, si je reprends mon cas, je travaille notamment donc, dans les hôpitaux psychiatriques. Le jeu vidéo fait l'étude de thèse portant entre autres sur les bienfaits que peuvent avoir des thérapies numériques. Ça peut être aussi ça, ce genre d'études-là qu'on peut lire sur ce site. C'est des avancées en termes de psychologie d'humain, simplement. Ah, et vous avez bien sûr un portail emploi, hein, ça, ne surfez pas sur n'importe quel bon site. Il faut un portail d'emploi. Donc là, c'est l'annuaire des écoles. Tac, tac, tac. Ah oui, bah voilà, aussi l'annuaire des écoles et des formations. Hein. Un petit plus, asso, syndicat, de façon distributeur, donc, tu vois, machin. Vous avez tout. Ah, je n'ai pas parlé des associations régionales, mais bon. Sur Paris, hein, l'association qui s'appelle, l'association régionale s'appelle Capital Games. Voilà. Ah, donc, une nouvelle fois. Actuellement, nous avons 37 millions de joueurs, tout confondu, hein, joueurs réguliers, joueurs ponctuels, mais nous avons quand même 37 millions de joueurs, ce qui nous fait donc 7 Français sur 10. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, il y a un public, il y a un public. Donc, sur ces 7 Français sur 10, nous avons 88% de joueurs qui sont adultes. Et nous avons 12% seulement qui sont mineurs. Bon, 88, hein, ça s'explique vite. Hein, quand on commence à jouer,
il y a les parents aussi dedans. Je pense bien que ce n'est pas les 12% qui ont pu s'acheter des jeux. Mais ils sont comptés du coup comme étant adultes, même si c'est les joueurs, enfants qui jouent. Hop. Le profil des joueurs. Alors, ça varie. L'année dernière, nous étions 51% de femmes à jouer. Cette année, nous sommes 47% de femmes à jouer. Donc, c'est plutôt kiff-kiff, la part homme-femme en termes de joueuses. Ouais, bonne présence. Là où on joue le plus, sur les smartphones. Pourquoi? Parce que ça coûte, c'est encore ce qui coûte le moins cher. Même si un bon téléphone, c'est 300 €, quand on voit le coût de la dernière PlayStation, c'est pas tout le monde qui mettrait 700 €. Voilà. Les consoles, pareil, Nintendo Switch, c'était 300 € je crois, et encore 500 si vous voulez une collection, une édition limitée. Téléphone, c'est encore ce qu'il y a de plus accessible au porte-monnaie. Et on peut voir d'ailleurs que ceux qui y jouent le plus, en tout cas la moyenne des joueurs, c'est 39 ans sur les téléphones. Par contre là, d'où le fait que ce soit l'industrie la plateforme la plus rentable, tout simplement. Le téléphone, même si vous faites un mois de production et que le reste, c'est que des flops. En un mois, vous avez la possibilité de toucher énormément de public. Et donc de toucher vite, très gros. Voilà. Je vais maintenant vous présenter Women in Games France. Donc, une association créée en 2017, partie du constat simple que les fondatrices qui étaient dans le milieu depuis une vingtaine d'années étaient toujours entre elles, 20 ans plus tard, aux mêmes événements. Vous ne voyez pas de nouvelles têtes. Alors là, je ne parle même pas de diversité ethnique, je parle juste d'une simple mixité. Elles étaient toujours les deux seules femmes à tous les événements invitées. Et les deux seules femmes qui étaient mises en avant par le peu de presse spécialisée. Ce n'est même pas de la presse grand public, là c'était vraiment la presse spécialisée. Alors oui, elles avaient gravi les échelons, mais elles n'étaient que deux, quoi. À cette époque-là, dans les studios, les effectifs féminins en 2017 donc étaient de 14,4%. En 2022, ils sont passés à 22%. Donc on peut considérer que Women in Games a quand même un impact non négligeable, même si bien sûr nous ne sommes qu'une partie de ce qui a amené à ce changement-là. Le fait que maintenant, sur même les grandes chaînes publiques, M6, TF1, on commence à parler et qu'on commence à connaître de mieux en mieux ces métiers qui existent, ça a réussi à dédiabolifier un petit peu les différents acteurs. Ça a servi aussi à un petit peu à... Il y a un but éducatif en fait qui est ressorti de là. Ça a permis d'informer les jeunes filles sur les différents métiers et sur le fait qu'elles avaient tout à fait les compétences, bien sûr, pour intégrer ce milieu-là. Et ça a permis aussi de libérer la parole dans les studios qui, jusque-là, étaient baignés par une culture de brocode. Juste pour petit rappel, le jeu vidéo, son apogée, si je parle de l'e-sport peut-être, mais ça a commencé à vraiment bien prendre, parce que c'est vrai que c'est très, très récent, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler de part et d'autre, mais le jeu vidéo a commencé à vraiment bien prendre dans les années 90 en France. Il a commencé à vraiment avoir un grand succès au niveau de l'e-sport dans les années 94 avec Quake. Il a commencé à être connu du grand public à partir du moment où il y avait du coup aussi la Nintendo, et ça a apparu à partir des années 2000. Donc c'est très très jeune comme milieu. Ça explique aussi le fait qu'il n'y ait pas de bonne structuration et qu'on ait autant de différents noms pour plein de métiers qui finalement sont similaires, qu'on n'a pas encore réussi à bien se structurer au niveau juridique, et que c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à avoir recours à des associations ou à des syndicats. Donc l'association Women in Games, là, cela n'est pas à jour, mais on est à peu près 3000, dont une centaine de membres actifs, donc sur différents pôles. Donc éducation, tout ce qui va être intervention dans les écoles, tout ce qui va être sensibilisation, par exemple, sensibilisation à oui, les métiers, mais pas seulement, aussi à tout ce qui va être inclusion au niveau donc des consoles, faire en sorte que ce soit plus
accessible pour tous les types de handicap. La diversité ethnique, culturelle, ça c'est il y a beaucoup de combats encore là-dessus. Même si ça commence à avancer. Heu, il y a pas longtemps encore, Ubisoft sortait il y a 2 ans, moi je ne l'ai pas oublié, ils avaient sorti des articles disant que les joueurs n'étaient pas prêts en fait à jouer des femmes et qui plus est des femmes de couleur. C'était pas un refus des équipes en tant que telles, mais c'était un refus des dirigeants. C'est des interviews qui sont sorties, hein, ça je peux vous les retrouver, où les chefs un petit peu de l'équipe, directeur, créative, disaient que de toute façon ça ne marcherait pas. Chose qui s'est avérée, plus ou moins, enfin les impacts, on a pu les déceler quelques années plus tard. 5-6 ans plus tard, c'est l'une de mes dernières slides, mais en gros ce que ça dit, et on verra ça donc en détail juste à la fin. Les hommes seraient, à 80 plus facilement partants pour jouer un personnage féminin qu'une femme elle-même. En majorité, les femmes, quand, elles ont le choix entre un homme et une femme, vont choisir d'incarner un homme. Parce que pour elles, elles ont plus de chances de gagner. Alors que les hommes, non. Les hommes, oui, eux, hommes ou femmes, c'est pas grave, ils peuvent incarner qui ils veulent. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des game studies, donc des études qui nous aident un peu à comprendre le fonctionnement, des joueurs et pourquoi on en est là actuellement. Et ça marche aussi, enfin ça s'explique parce qu'il y a pas assez de représentation de modèles féminins. Le problème, c'est que si, on ne se lance jamais, on n'arrivera jamais à créer plus de diversité. Donc il faut bien se lancer et là, on a vu qu'avec Assassin's Creed, le dernier, c'était Odyssey. Donc les joueurs choisissaient une nouvelle fois, majoritairement le public, enfin le personnage qui était masculin. Alors que, par défaut, le personnage qui était proposé était féminin. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins marché, hein, d'ailleurs ça a été une très bonne vente pour eux, hein, mais voilà. Pour l'instant, les biais font qu'on choisit encore, même si l'aventure, et ils avaient préparé un petit message, l'aventure est faite pour un profil féminin, avec cette héroïne-là. Malgré tout, on continue à choisir un personnage masculin. Alors, donc là, ça résume un peu tout ce que j'ai dit, hein, depuis le début, hein. Quelles sont les différentes actions que WIG tente de mettre en place? Rendre les femmes plus visibles, donc ça passe par des rôles modèles. Donc les rôles modèles, c'est quoi? Il y a un exemple que je trouve très parlant. Si par exemple, je vous demande de me citer une femme dans l'e-sport, je suis sûre qu'à peu près 80 d'entre vous vont me citer Kayane. Sauf que Kayane, ça va faire 30 ans qu'elle joue. 30 ans. Et il n'y a pas qu'elle comme joueuse dans l'e-sport. Clairement, il y a Scourge, enfin, il y a énormément d'autres joueuses. Et même de la part des médias, c'est toujours elle qui nous ressortent. Moi, ça me fatigue. Je l'adore, hein, Kayane, c'est quelqu'un de sympa, hein. Si vous avez l'occasion de lui parler, vraiment, elle est parfaite, hein, très sympa, elle est cool, mais voilà, 30 ans qu'elle est là et 30 ans qu'on entend parler que d'elle. Donc, rendre les femmes plus visibles, donc ça passe par les femmes dans les sports, ça passe les femmes par les différents métiers, ça passe par les femmes, un peu même les influenceuses sur Twitch, ça passe par plein de choses. Alors, faciliter aussi, du coup, l'insertion des femmes. Donc, ça passe soit par la formation, donc là, c'est les ateliers dont je vous parlais, ou alors ça passe par le réseautage. Donc, créer des événements, les inviter, faire en sorte qu'elles aient soit des réductions tarifaires, soit qu'elles puissent avoir accès à des zones pour créer leur réseau. Sensibiliser et former les acteurs à l'inclusion et à l'égalité. Donc là, ça va être tout le côté un petit peu travail avec les différentes institutions qui sont soit le secteur du patronat, soit le secteur de, une nouvelle fois, un petit peu l'éducation, soit le secteur du hardware. Comment faire en sorte d'agrandir, d'accroître la mixité? Comment faire en sorte que dans les studios, il y ait plus de femmes? Donc ça passe aussi par des chartes qui s'engagent à mettre en avant ces convictions-là, parce que c'est bien de le dire qu'on est pour une plus grande mixité, mais bon, encore faut-il maintenant s'y attaquer. Hop. Et communiquer donc auprès des jeunes filles, donc ça passe par on vulgarise un petit peu nos propos, on le rend accessible pour donner envie. Si on parle trop technique, bien sûr, ça fait fuir tout le monde. Et surtout à l'âge de 12 ans, 14 ans, quand on demande de faire son choix de métier, son choix d'orientation future, il faut commencer par un petit peu vulgariser, introduire, faciliter l'accès, par exemple, aux stages de 3e dans les entreprises. Ça passe par ça.
Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Sur les 37 millions de tout à l'heure, rappelez-vous, nous sommes donc 18 millions 300 de joueuses. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, 22% de femmes dans les studios de développement. Contre 13%, 19% en 2020. Donc là, hop. 11% de femmes dans les directions des entreprises, hein, quand même. 11%. On peut quand même noter une bonne amélioration. Je n'aime pas être trop négative, hein, mais donc entre 2014 et 2021, de 10%, nous sommes passés à 22%. Ce qui fera que nous arriverons à une parfaite mixité, c'est non seulement votre génération, mais c'est aussi la future génération. Donc déjà, le fait que les anciens du brocode partent dans notre industrie, ce qui va laisser place à une plus grande diversité. Le fait que vous, génération actuelle, un jour, peut-être, allez-vous procréer et donc enseigner à vos enfants les non-codes de genre, ou en tout cas le fait qu'un métier n'est pas forcément destiné à un seul sexe. Le fait qu'il y ait des métiers dans le numérique qui existent et aussi, pourquoi pas leur donner envie de la création, en tout cas, voilà, les renseigner au mieux sans prendre en compte leur genre. Donc ça, c'est une piste en tout cas d'amélioration. Et on peut voir que quand même, donc, entre 2017 et 2021, il y a du mieux. La part où nous manquons cruellement d'effectifs féminins dans les métiers du design et de la technologie. Donc tout ce qui va être métier de la prog et tout ce qui va être métier autour comme je vous ai énoncé un petit peu plus tôt, tout ce qui va être métier de la réflexion sur les mécaniques de jeu, donc le gameplay, comment on crée un jeu, les règles, tout ce qui va être un petit peu... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme cas concret? Tac, 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 tac. Je reviendrai tout à l'heure. Management, oui. Enfin, le management, ça, c'est quand même un milieu où finalement, je pense que c'est surtout une méconnaissance du fait qu'on peut intégrer l'industrie, même si on vient de l'édition, qu'on vient de la mode. Voilà. Je pense que c'est surtout une méconnaissance parce que finalement, dans le management en général, femmes ou hommes, j'ai rarement entendu parler d'un problème de mixité. Édition support, image. Donc, image, hein, là où nous sommes le plus présents, c'est forcément du côté graphique. Tic, tic, tic. Et nous passons à 26% d'étudiantes. Il y a encore quelques années, nous étions à 20. Non, ça, je crois que c'était l'année dernière, je crois. L'année dernière, nous étions à 21% d'effectifs. Donc, si les effectifs se renforcent de manière féminine, de toute façon, à un moment donné, elles vont arriver dans les studios, ainsi de suite, ce qui fait qu'on arrivera tôt ou tard à une mixité. 26%, il faut les attendre d'ici 5 ans, elles sont dans l'industrie. Si elles y restent, on peut s'attendre à des très bons chiffres dans le futur. On arrive à la fin. Alors, qu'est-ce que je vous racontais à propos de tout à l'heure? Tac, tac, tac. Oui, donc dans les Game Studies, il y a ceux qui s'intéressent un petit peu à la représentation des personnages féminins dans les jeux vidéo, féminins, masculins, non genrés, les évolutions en fonction des années. Alors, en 2015, il y avait encore le choix d'incarner très majoritairement un homme. Et d'ailleurs, en 2016, j'ai l'impression que là, on avait vraiment envie d'incarner des hommes. Oula, 2016, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut voir que de manière générale, hein, le choix d'incarner une femme, bon, 9%, 2%, 7%, 8%. Là, 2020, on arrive enfin à la possibilité d'incarner une femme. 18%, mais c'est incroyable. De 5 à 18 quand même, hein. Il y a eu... l'industrie s'est emparée, le grand public, les zones interdites, tout ça, ça marche, hein. À un moment donné, quand il y a eu là, en 2019, le fait qu'il y a eu la Covid et que du coup, le jeu vidéo a explosé, et ils se sont dit, ah, on va peut-être... les éditeurs avaient déjà prévu le coup, hein, c'est vrai, mais n'empêche, ils se sont dit, ah, il y a quand même beaucoup de femmes qui jouent, donc ça serait peut-être bien qu'on les représente. Il y a eu MeToo aussi qui a éclaté. Il y a eu certains rachats qui voulaient se faire comme ça par le fait de mettre en avant un personnage féminin. Donc, de 5, nous sommes passés à 18.
à fait. Ça, c'était du plus. Si jamais vous souhaitez intégrer ce milieu-là, alors je ne sais pas quels sont les équivalents par contre du tout. Là, je n'ai pas d'équivalent à vous soumettre. Peut-être que vous pourrez m'en parler parce que moi, ça m'intéresserait si vous avez ce genre de programme aussi qui permet un peu de toucher à tout dans votre secteur-là. Je ne sais pas si je peux mettre du son sans pour autant vous tuer les oreilles. Si c'est le cas, je m'explique. Parce que je peux juste la laisser défiler. Dans mon secteur à moi, si jamais vous n'êtes pas sûr de vouloir intégrer les milieux de jeux vidéo, mais que ça vous tente quand même, ou si juste vous avez envie un peu de savoir comment fonctionnent les interactions entre les différents corps de métier, n'hésitez pas à participer à une Game Jam. Donc une Game Jam, c'est quoi? C'est une compétition qui vise à créer un jeu vidéo en 48 à 72 heures, seul ou en équipe, et qui permet vraiment de toucher à tout. Donc qui vous permet de l'idée, on va vous donner un thème. Donc vous avez un thème, vous avez 48 heures pour faire votre jeu. Qu'est-ce que vous allez en faire? À la fin de ces 48 heures, vous êtes sûr, vous avez un jeu, vous n'avez pas le choix. Enfin, vous n'avez pas le choix, si vous jouez le jeu, tout simplement. Mais vous aurez vraiment touché à tout. Vous aurez touché donc à l'écriture, vous aurez touché au design, vous aurez touché à la prog, vous aurez touché à tout ce qui va être aussi réflexion derrière comment je vends mon produit, parce qu'il faudra le présenter. Voilà. C'est pas drôle. Donc voilà. Moi, les plus connues, et celles qui sont celles que je recommande de toute façon, qui pour moi sont les meilleures, c'est celles à Isart Digital. Donc eux, c'est un petit peu une compétition pour y accéder, hein, c'est le Saint Graal. Ils vous donnent une heure précise, vous devez vous connecter. Vous avez en général 10 minutes avant que ce soit sold out. Il y a 200 places. Vous pouvez dormir sur place pendant le week-end. Donc ça se fait du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Ils allouent les locaux. Nourriture fournie, tout très bien. Sinon, vous pouvez toujours le faire en distanciel, mais si vous voulez vraiment un bain et travailler avec d'autres équipes, pourquoi pas avec des inconnus. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est pas quelque chose de dérangeant. Et puis, voilà, vous êtes dans le cadre d'une école, ça va. Tout se passe bien. Donc, vous avez la Global Game Jam ou alors vous avez la Ludundare, qui, elle, est entièrement en distanciel, mais qui est internationale. Grande différence. Donc là, vous pouvez comparer votre jeu aux 15 000 autres qui sont sortis le même jour, sur le même thème. Il y a un système de classement qui est mis en marche. Alors, ce genre de compétition-là, d'ailleurs, n'a pas du tout pour but de gagner un prix. C'est pas, vous n'y gagnerez rien à part un jeu et l'expérience que ça vous aura, bien sûr, inculquée, tout simplement. Donc, vous y allez sans pression. Soit vous avez envie d'avoir votre jeu, soit vous y allez un peu pour découvrir qu'est-ce que vous pouvez donner, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter. C'est un très bon événement. Les deux sont vraiment de très, très bons événements. Et ça peut aussi vous donner un petit peu de contenu, un petit peu de grain. Ça remplit un bon CV, quoi. Parce que si vous faites un bon score, par exemple, à Ludundare, je peux vous dire que ça peut vous ouvrir pas mal de portes, hein. Moi, une année, le mieux que j'ai pu faire, c'était arriver 82e. Mais à ce moment-là, on était sur 15 000. 82e, c'est pas mal, hein, franchement. Moi, j'étais contente. Ouais. Ah ouais. Oui, je pourrais être modeste, hein, mais là, j'étais contente. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Voilà. Un grand merci, Anna. Les chers étudiants, avez-vous des questions Oui. à poser? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez clarifier? Donc, des étudiants On y va. MBA, école de commerce, sont tout à fait légitimes dans les entreprises que vous avez évoquées. Ah bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est bon à savoir. On voit que c'est un besoin. secteur en croissance. Il n'y a pas uniquement Ubisoft ou des multinationales. Il y a de nombreux studios de production qui peuvent constituer autant d'opportunités. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient intéressés de travailler au sein d'un studio de production, de manager des équipes, de contribuer à l'innovation? Ça doit être très intéressant. Est-ce que vous avez développé des jeux vidéo à destination, à des fins pédagogiques pour des écoles,
travaillez avec les plateformes d'apprentissage? Alors, je développais pas mal de jeux, mais c'était pas forcément à but pédagogique, c'est surtout à titre, enfin, c'est pour illustrer les dernières fonctionnalités. J'ai beaucoup travaillé avec Microsoft parce que bah, ils mettent régulièrement en fait à jour bah, tout ce qui va servir, tout ce qui va servir parce qu'ils ont aussi leur petit moteur de jeu maison. Donc tous les derniers, bah, voilà, tous les petits éléments graphiques ou alors toutes les petites mécaniques qu'ils ont pu sortir, il fallait forcément un petit peu les illustrer. Donc là, j'ai fait ça. J'ai fait de l'illustration en fait de design, de technique. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Ouais. Pardon, non, je n'avais pas lu. 30 minutes. Mhm. Moi, j'ai une question par rapport au choix du personnage masculin et féminin comme j'ai vu. Est-ce que vous avez des chiffres sur Resident Evil, par exemple, on a le choix entre Léon et Claire, en deux. Est-ce qu'il y a plus de gens qui choisissent d'abord le personnage masculin ou d'abord Claire en première parce que J'ai pas de chiffres, mais ça, j'en ai discuté avec les développeurs. Et ils choisissent majoritairement Léon. Oui. Ah, les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Très gentil. Oui. Oui. Mais c'est surtout c'est la saga en elle-même qui était très genrée déjà de base. Et finalement, ceux qui ont continué à jouer, c'est les mêmes. Voilà, c'est la fanbase. Et la fanbase, bah, elle est là, elle est solide et elle va continuer à choisir les hommes. Mais l'inclusion dans le jeu vidéo, elle est simple, puisqu'il s'agit d'introduire un personnage. Ce qui est difficile, c'est l'appropriation par les joueurs. Parce que Oui. c'est du code, une ligne de code, et vous rajoutez un personnage, ça n'a pas d'implication. Ben, C'est pas un en fait, c'est risque. pas rajouter pour rajouter, parce que rajouter un personnage, c'est facile. Mais après, c'est essayer aussi de lui donner du corps, de lui donner de la vie. Et ça passe par une vraie recherche derrière, par une vraie recherche, par un vrai travail d'écriture. Et ça, malheureusement, ça manque aussi beaucoup encore. Et la réticence, elle est au niveau de la demande, pas de l'offre. C'est les joueurs Alors, qui sont réticents. elle est au niveau des équipes, parce que bah, là, c'est le côté de la banque. Hein. La banque, une nouvelle fois, oui, mais les valeurs sûres, c'est bien. Parce que justement, on ne prend pas de risque et là, on est sûr que ça va marcher. Ouais. Les équipes techniques, elles ont envie aussi de créer la nouveauté parce que on a travaillé à peu près sur toujours les mêmes héros. Oui, un grand mâle, 6 blancs, oui, super. C'est pas très épanouissant non plus, hein, qu'on se le dise. Mais il y a eu une grande réticence et il y en a encore parce que c'est ce qui se fait, c'est ce qui s'est vendu principalement, c'est parce qu'ils se vendaient le mieux, mais comme ça, et on n'a vendu que ça, on a peur de passer à autre chose. Et que quand on met quelqu'un, quand on met une femme ou quand on met une personne de couleur gratuitement, ça se ressent tout de suite. Parce que c'est une femme, pour mettre une femme et qu'elle fasse la potiche, ou qu'elle ait un rôle très réduit dans la narration, c'est normal qu'ils ne choisissent pas nous. On n'aurait pas envie de jouer un personnage mineur, peu importe son genre. Et malheureusement, c'est ça, ce travail-là qui est encore très mal fait. Par exemple, si on prend le cas de Mario Kart, il y a une collection de joueurs. Et c'est pas pareil, parce que Mario Kart, c'est un public familial à qui ce jeu est adressé. Là, on parle sur plutôt des jeux d'aventure, des jeux d'action. Les jeux d'action. Ouais. Alors, GTA. Mais GTA, ils ont fait un effort quand même, cela dit. Hein. Et ils s'ouvrent aussi. Hein. Non, GTA, ça commence à aller. Oh, je veux ça. Là, je connais. Dans les jeux vidéo, moi je suis plutôt mon petit frère qui est la dernière paire, il l'a eu. Et le métaverse dans les jeux vidéo, Oui. là on est sur des manettes, c'est encore, elle a juste évolué en fait. Et est-ce qu'on rentre vraiment ce que souhaite faire Facebook? Oui, vraiment dans Facebook, ils ont perdu. Il ne faut plus suivre Facebook. Facebook, là, ils ont perdu des milliards. Meta, c'est un échec retentissant. Meta, ils n'auraient pas dû changer le nom déjà. Parce que, là, ils ont été le précurseur. oui, mais ils n'ont pas eu le timing. Ils n'ont pas eu le timing et ils n'ont pas su convaincre. Et malheureusement, ils sont tombés sur Meta, ils sont tombés sur la période Covid. Et je pense que c'est ça qui les a mis à terre. En tout cas, c'est la théorie qui ressort le plus. Parce que quand on est enfermé, on n'a pas envie de s'enfermer encore plus. Et là, maintenant qu'on peut sortir, on n'a pas non plus envie de se réenfermer. Et la technologie n'est pas assez stable. On n'a pas encore En France, on pourrait l'avoir, bien sûr, mais une assez bonne connexion. Et on n'a pas encore les fonds nécessaires. Parce que la VR, parce que finalement, c'est un peu ça, hein, ce qu'ils tentaient de mettre en place avec Facebook, c'est le fait d'avoir son casque chez soi et d'être tout le temps connecté dans un autre monde.
Ok. Sauf que actuellement, les casques de VR, ou en tout cas de réalité, ou même les HoloDance ou autres, les HoloLens, c'est encore trop cher. C'est trop inaccessible. Donc, peut-être que ça arrivera quand ça sera démocratisé, oui. Mais là, c'est pas possible. Mais bah, après, il y a plusieurs types de méta, parce qu'il y a aussi le méta avec tout ce qui va être, j'allais dire les petites images là, le pixel art, avec, ouais. Ça marche très très bien. Et pour notre industrie, c'est un vrai fléau. Pas en termes de réussite, hein, ça ne vole pas de l'argent aux jeux vidéo, mais en termes de ça vole nos artistes. Parce que quand nos artistes ils peuvent voir qu'en faisant 2-3 petites images avec des pixels qui ressemblent à rien, un petit bonhomme, que le contrat, ils en font une, ça leur rapporte 10 000 euros. Mais les 10 000 euros derrière, ils sont taxés à hauteur de 60%. Donc finalement, ils se retrouvent avec 4 000. Et à côté de ça, après, il faudra payer les impôts, tout. Ça nous vole nos artistes parce que là, en fait, il y a une bulle qui s'est créée et qui marche. Donc, autant pour eux, enfin, ils ont raison de le faire, qu'ils en profitent et qu'ils amassent autant d'argent qu'ils peuvent, mais c'est une toute petite bulle qui est déjà en train de commencer à éclater. Donc là, c'est même trop tard pour ce métaverse-là. Donc moi, j'attends de voir la suite, parce que la suite, ça serait quoi? Ça serait avec Stadia, ça serait avec les consoles en fait gaming, mais online. Mais ça, pareil, pour l'instant, c'est trop cher. Et d'un point de vue écologique, tous ces serveurs-là, tout ce que ça demande en espace de stockage et en ressources, bah, c'est pas trop la tendance en ce moment. Donc, s'ils arrivent à trouver une technologie alternative verte qui prendrait moins de place, ça peut marcher. Mais là, on n'y est pas. Pas d'autres questions? Le film que vous avez décrit était très, très intéressant. Mais concernant l'univers du gaming, j'ai toujours eu certaines appréhensions. En fait, c'est surtout par rapport aux pro gamers. Mhm. Et je trouve qu'ils s'attaquent beaucoup bah, au sexe féminin. Et du coup, c'est pour ça que ça rend, en fait, ça renvoie un petit peu l'image que c'est vraiment un univers masculin auquel il sera très, très difficile. Mais en fait, il y a une distinction à faire, parce que quand tu me parles de pro gamer, c'est surtout tout ce qui va être côté e-sport et ces jeux en ligne. C'est pas représentatif de l'équipe technique et des studios. Parce que les studios, moi, ils sont cool, hein. Moi, c'est bon, hein. L'industrie, quand même, a été pas mal voilà, restructurée là-dessus. Mais on sait, par exemple, là, je ne les ai pas mis parce que je n'avais pas envie de m'amener sur une note un peu triste, mais on sait que les femmes qui jouent dans l'e-sport, elles sont majoritaires comparées aux hommes. À partir du moment où on va passer sur des tournois physiques, on passe à 30% de femmes. À partir du moment où on va passer sur des tournois online et avec vocal, on passe à 3% de femmes. 3%. Les femmes ne peuvent pas rester sur la compétition e-sport. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de bons outils. Ils sont en train de travailler dessus. Le problème, c'est comment tu arrives en plus, sanctionner quelqu'un, c'est facile. Mais de toute façon, derrière, il va passer par un VPN, il va pouvoir revenir sur le jeu. Donc, comment on arrive à sanctionner de manière durable et surtout, pas seulement la sanction qui est rapide, mais sur le long terme, comment tu arrives à faire évoluer la personne pour pas qu'elle revienne à la charge, soit en t'insultant, soit voilà, en étant difficile avec toi à l'oral ou à l'écrit. Et ça, c'est des grosses thématiques qui sont pour l'instant à l'ordre du jour dans le jeu vidéo. Mais ils n'ont pas trouvé de solution. Oui, dans le numérique en général, mais ça, non. Ouais. Mais ça, c'est du côté joueur, c'est pas du côté équipe. C'est plus triste comme note. Donc, il n'y aura plus besoin d'avoir les mensurations de Lara Croft pour aller dans le jeu. Ah, Lara Croft. Ouais. Un grand merci à vous, Anna, c'est passionnant, c'est très intéressant, ça vous ouvre des perspectives. Vous qui aimez le numérique, le marketing, c'est un secteur passionnant, en pleine évolution. D'un point de vue stratégique, on aurait pu aussi évoquer que
C'est un marché qui va même menacer certains secteurs traditionnels comme le cinéma ou la télévision. Oui, ils ont supplanté, c'est déjà bon. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, ce sont des secteurs très dynamiques qui sont beaucoup plus larges que ce qui me paraît a priori. Ouais. Un grand merci à tous et à toutes. Et j'ajoute aussi, y compris dans l'univers de l'enseignement supérieur, toute la gamification, donc le recours aux dispositifs de jeu, y compris dans des contextes non ludiques, c'est en plein essor. Vous l'évoquiez dans la médecine, Oui. on pourra en parler dans l'éducation, dans les remédiations, les troubles d'apprentissage, etc. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute. Merci. Vous êtes un public. Bonne soirée. Si un jour vous souhaitez joindre Anna, comment on peut vous... Sur les réseaux Twitter, sociaux. etc. Oui. C'est joignable. Tu as déjà ajouté sur le Ah, écoute, parfait. Moi, je t'ajouterai après. Merci.